Bien, je crois que nous allons pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séance du séminaire Perspectives transaméricaines de l'Institut des Amériques. Alors, comme vous le savez, la particularité de ce séminaire qui est désormais complètement en ligne est de croiser les analyses de spécialistes de l'Amérique du Nord avec les analyses de spécialistes de l'Amérique latine sur une même thématique. Alors, la thématique de ce soir, c'est l'influence politique dans les Amériques, une thématique d'une actualité brûlante, puisque à l'heure où les États-Unis expriment ouvertement leur velléité d'extension de zones d'influence, je pense qu'on ne pouvait rêver meilleure thématique pour ce soir. Donc, pour en discuter, 3 chercheurs ont été invités, enfin 4 initialement, mais on vous expliquera que l'un d'eux, pour des raisons de santé, n'a pas pu être présent. 3 chercheurs qui vont, pour cette discussion, s'appuyer sur des ouvrages, leurs ouvrages, parus dans la collection des Amériques des presses universitaires de Rennes. Alors, quelques mots sur cette collection. Très rapidement, c'est une collection qui a été lancée à l'initiative de l'Institut des Amériques et des presses universitaires de Rennes en 2012 et qui a comme objectif de couvrir l'ensemble du continent américain. Tout cela évidemment dans une perspective pluridisciplinaire, puisque cette collection propose des monographies dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, de la sociologie à l'anthropologie, en passant par l'histoire, la géographie, les arts visuels. Voilà, bon, je pense que j'en oublie, mais en tout cas, c'est extrêmement varié. Et de plus, j'ajouterais que c'est aussi dans cette collection que l'Institut des Amériques soutient la publication des thèses des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses dans le cadre de sa politique d'encouragement à la jeune recherche et des prix de thèse qui sont lancés chaque année. Alors, traditionnellement, pour cette séance autour des presses universitaires de Rennes, c'est un jeune chercheur ou une jeune chercheuse qui anime la séance. Donc, on ne déroge pas à la règle ce soir. Et je vais vous présenter le jeune chercheur qui vous présentera lui-même les invités. Le jeune chercheur qui va animer la séance, donc il s'agit de Yann Seyeux, qui est docteur en histoire contemporaine de l'université de Cadiz et aussi docteur de l'université de Paris-Nanterre, et qui a soutenu sa thèse récemment, en novembre 2024, une thèse intitulée Citoyenneté politique numérique, Équateur, Colombie, Chili. Donc, ces recherches portent plus largement sur l'étude des pratiques et des cultures numériques en Amérique latine, et elles interrogent leur impact sur l'évolution des formes d'action et de création collective dans les sociétés latino-américaines contemporaines. Voilà pour la présentation de Yann. Un petit mot sur le format de ce séminaire. Vous verrez, là, je m'adresse au public qui voudra poser des questions. Vous avez un chat en bas de l'écran qui vous permet donc de poser les questions que vous souhaitez au moment où vous le souhaitez. Et c'est l'animateur de la séance qui ensuite décidera du moment le plus adéquat pour y répondre, pour laisser les chercheurs intervenir. Voilà, il ne me reste plus qu'à lui laisser la parole et je vous souhaite une excellente séance. Bien, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde et merci pour ces mots d'introduction. En effet, comme cela a été rappelé, l'enjeu de cette séance, c'est de mettre à l'ouvrage de mettre à l'honneur, pardon, 2 ouvrages de la collection des Amériques, des ouvrages qui m'ont accompagné au long de la rédaction de ma thèse et qui s'attachent chacun à leur manière, vous le verrez, de manière très différente, à décrire le fonctionnement des modèles politiques américains contemporains ainsi que leur diffusion à l'échelle internationale et continentale. Le premier ouvrage, je l'ai juste ici, donc vous voyez peut-être à l'envers, mais c'est celui-ci. Il s'intitule Stratégie d'influence et guerre de l'information, propagande et diplomatie publique des États-Unis depuis la guerre froide. Et il a été publié en 2019, donc aux presses universitaires de Rennes.
Il s'agit d'un éclairage inédit sur le rôle de la diplomatie publique au sein de la fabrique de la politique étrangère américaine, puisqu'en retraçant l'histoire de l'Agence d'information des États-Unis, il propose une analyse de l'évolution des stratégies mises en œuvre par les gouvernements états-uniens pour consolider leur influence depuis la guerre froide et jusqu'après les attentats du 11 septembre 2001 qui remettent en cause le rapport au monde des États-Unis et marquent le passage à une nouvelle diplomatie publique sous les administrations Bush, Obama et aujourd'hui Trump. Maud Kessar, ici présente, est son auteur. Elle est maîtresse de conférences, spécialiste de politique étrangère américaine et elle est actuellement directrice du domaine Europe, Espace transatlantique, Russie à l'INSERM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Le second ouvrage, cette fois, a pour titre, et je lis ici, Gouvernement progressiste en Amérique latine, la fin d'un âge d'or, et il a pour sa part été publié en 2021. Cet ouvrage, qui est le fruit des réflexions entamées lors d'un colloque international organisé à l'université Grenoble-Alpes en 2017, propose un bilan critique des expériences libérales, des expériences progressistes, pas libérales, latino-américaines, essentiellement pour la période 1998-2018. Il réunit les contributions de spécialistes de la région sur le sujet, qui sont articulées avec les enquêtes de terrain de jeunes chercheurs, afin de proposer une compréhension globale du phénomène connu comme le virage à gauche de l'Amérique latine. Cet ouvrage a été co-dirigé par Frank Godichaud et Thomas Posado. Frank Godichaud, comme le disait Diana en introduction, ne pourra malheureusement pas intervenir lors de cette séance, et il s'en excuse, et nous comptons tout de même sur la présence, que je remercie, de Thomas Posado, qui est maître de conférences en civilisation latino-américaine contemporaine à l'Université de Rouen-Normandie, chercheur à l'ERIAC et fellow de l'Institut Convergence Migration. Merci encore à vous deux d'avoir montré autant d'intérêt pour l'organisation de ce séminaire et d'y participer. Comme cela a été rappelé au début de la séance, suivant l'ADN du séminaire Perspectives transaméricaines, l'objectif de cette séance ne consiste pas simplement à promouvoir deux ouvrages de la collection, mais de les faire entrer dans un dialogue le plus constructif possible. Dans ce but, nous leur avons proposé à ces intervenants de discuter autour d'un thème commun qui se trouve encore aujourd'hui, comme on le disait au début, au cœur de l'actualité, à savoir la question de l'influence politique. Plus précisément, nous allons nous intéresser aux modalités selon lesquelles les gouvernements états-uniens et progressistes latino-américains, au pouvoir lors des dernières décennies, ont progressivement gagné et perdu en influence, en nous demandant toujours en quoi ces dynamiques de gain et de perte d'influence animent les relations entre les pays au sein des Amériques. Pour ce faire, nous débuterons la séance par une discussion collective autour de deux axes thématiques que nous avons définis, et nous la poursuivrons par un échange avec le public, vous dans la salle, par le chat. Donc pour commencer, si vous le voulez bien, je vous propose de nous pencher sur la première thématique qui a été définie, à savoir les dynamiques de construction et de circulation de l'influence politique dans les Amériques au tournant du XXIe siècle. Et en guise d'introduction, si vous le voulez bien, est-ce que vous pourriez nous rappeler, chacun à votre tour, les fondements sur lesquels repose l'influence politique des États-Unis et des gouvernements progressistes d'Amérique latine au début des années 2000? Plus précisément, dans un cas, comment l'influence des États-Unis va évoluer au sortir de la guerre froide jusqu'à l'arrivée dans les années 2000, et dans l'autre, de savoir s'il y a des contextes, des acteurs ou des principes communs à l'arrivée des gouvernements progressistes latino-américains au pouvoir à partir de l'élection de Hugo Chavez au Venezuela en 1998. Maud, je vous laisse peut-être la parole pour commencer. Alors, merci beaucoup d'abord, Yann, de cette invitation et de cette très belle architecture donc de séminaire pour favoriser finalement la circulation des idées entre les disciplines, mais aussi entre le nord du continent et le sud du continent américain à un moment où Diana le rappelait en introduction, effectivement, la question des sphères d'influence est d'une actualité brûlante. Alors, c'est pas vraiment de sphères d'influence, je pense, qu'on va parler ici pour cette fin d'après-midi, mais plutôt d'influence politique, comme vous le rappeliez. Et même si les travaux que vous mentionniez concernent, en ce qui me concerne, vraiment un travail de temps long sur la guerre froide, qui peut être tout à fait utile pour comprendre les dynamiques contemporaines, je rappellerai simplement en quelques mots que l'influence politique, qu'elle soit en fait états-unienne ou autre, a pour but d'arriver à façonner la perception
perception et le rôle des autres acteurs qui sont donc dans l'arène internationale. Alors, ce qui est intéressant, et pour ce faire, il faut soit recourir à la séduction, la persuasion ou à la coercition. Quand on parle de séduction et de persuasion, on est plutôt dans le domaine du soft power qui a été particulièrement architecturé et façonné sur le plan académique par Joe Nye, justement à une période qui était intéressante, qui est celle de la sortie de la guerre froide et qui correspond à un moment historique intéressant, qui est celui que l'on a pu appeler le moment unipolaire. Donc, il n'y a pas d'architecture et de vision ou de manière de façonner l'influence politique de manière décontextualisée. Et c'est peut-être là qu'il y aura peut-être un fossé disciplinaire, mais moi, je n'aborde l'influence politique états-unienne que dans un contexte particulier, celui de la guerre froide, qui est extrêmement fondateur pour comprendre les jeux d'influence contemporains, et puis celui aussi du tournant important que vous rappeliez, à savoir le tournant du début des années 2000, qui est marqué par un événement majeur dans pour les relations internationales et pour l'histoire américaine, qui est celui du 11 septembre 2001. Et puis, c'est aussi le moment d'un tournant aussi technologique sur lequel on reviendra, qui amène finalement à penser l'influence avec d'autres outils que les outils traditionnels qui ont pu être développés pendant la guerre froide, puisque c'est un tournant, puisque c'est l'avènement du nouvel âge finalement de l'influence à l'heure finalement de l'influence plutôt numérique qui arrive plutôt vers 2003-2004 avec la création des plateformes et après bien sûr la création de l'Internet dans les années 90. Donc on parlera des outils, mais l'idée qu'on doit retenir, c'est que pour les États-Unis, l'idée de l'influence politique, c'est celle surtout de la persuasion politique, qui s'est façonnée autour de deux concepts qui se répondent et qui nécessitent des clarifications quand on est de ce côté de l'Atlantique, à savoir en Europe, c'est-à-dire l'articulation entre la propagande et la diplomatie publique. La plupart de mes travaux ont abordé finalement ces questions sous l'angle de cette diplomatie publique américaine qui est très spécifique et qui ne correspond pas aux définitions de celles qu'on peut avoir en Europe, parce que la diplomatie publique américaine, finalement née de la guerre froide, et d'une pratique qui est celle de l'agence d'information des États-Unis, que vous avez mentionné, Yann, tout à l'heure en préambule, qui est USIA, United States Information Agency, créée en 1953 par le général et alors président Eisenhower, dans un contexte très particulier, qui est celui de la guerre froide, le but étant de remporter le cœur et les esprits donc, des populations donc européennes en particulier, mais pas que, dans un moment particulier qui est celui donc de la rivalité idéologique avec l'Union soviétique. Je me permets ce rappel historique parce que je crois que c'était l'objet et parce que aussi c'est celui qui façonne la construction d'un appareil d'État qui va être un appareil d'État pour architecturer cette persuasion politique avec des outils dont on parlera, je pense, dans un deuxième temps et qui sont assez précis, qui sont des outils qui sont sous la forme d'agences paragouvernementales, donc comme USIA, et puis d'un certain nombre de programmes qui sont plus proches des programmes, je dirais, culturels que l'on a pu aborder, puis d'autres qui sont beaucoup moins soft ou qui sont plus dans une zone grise que l'on détermine ou que l'on comprend mieux aujourd'hui avec nos objets d'étude du XXIe siècle. Voilà, donc j'ai esquissé quelques pistes. Je laisse la parole à mon collègue et je vous laisserai revenir vers moi, Yann, pour me passer à la question. J'enchaîne peut-être du coup, je voudrais déjà commencer par vous remercier, Yann, Diana pour l'invitation à ce séminaire. Je suis ravi d'échanger donc avec Maud sur ces dynamiques, transaméricaines. Pour répondre du coup à la question sur, l'influence politique, sur, un effort de contexte en fait de comment arrivent au pouvoir les gouvernements progressistes latino-américains, au début des années 2000. Faut revenir sur la conjoncture latino-américaine, de la fin du XXe siècle où se développent des réformes, néolibérales, de manière,
extrêmement uniforme dans le continent et extrêmement forte, enfin, d'une ampleur bien supérieure à ce qu'on peut, par exemple, hein, connaître en Europe dans les années 80 et 90, donc lié à des niveaux d'endettement assez massifs. Et face à cela, ce que nous, on a essayé aussi de mettre en évidence dans le livre, il y a des mouvements sociaux puissants qui sont à l'œuvre en Amérique latine. Des premiers d'entre eux, ça va être le Caracas au Venezuela, donc face à un plan d'ajustement du FMI, hein, donc comme réponse vraiment à ce qui a pu être aux réformes qui ont pu être promues, mais ça va être l'émergence du zapatisme au Mexique, ça va être l'émergence de mouvements paysans, donc le mouvement des Sans Terre qu'on connaît toujours au Brésil, ou des Cocaleros en Bolivie. Un phénomène aussi qui me semble important de mentionner et qui est assez représentatif de ces années-là et qui permet aussi de comprendre l'émergence des gouvernements progressistes en Amérique latine, c'est ce phénomène de destitution de présidents par la rue. On a 6 événements de ce type en 5 ans en Amérique latine. Donc, enfin, ça va être au Pérou, ça va être en Équateur, ça va être en Bolivie, donc avec des moments de réussite, de mettre en échec des tentatives de privatisation par ces mouvements sociaux, mais aussi, surtout, et de l'Argentine de 2001, hein, cette crise économique massive en décembre 2001 qui se termine avec 5 présidents pendant les seules vacances de Noël de l'année de 2001. Donc, enfin, c'est des phénomènes qui sont assez importants et qui débouchent donc bah, sur ce que nous on a appelé, hein, c'est gouvernement progressiste, on n'est pas les seuls à l'appeler comme ça, c'est-à-dire, la victoire électorale d'outsiders, c'est-à-dire ce ne sont pas seulement des alternances, gauche-droite telles qu'on peut en connaître, dans de nombreux pays, du monde, en Europe y compris, mais ce sont des personnes qui sont, en marge, des différents systèmes politiques. Enfin voilà, Chavez est un ancien militaire putschiste, Lula est un ancien syndicaliste de la métallurgie, alors dont le système politique a changé au Brésil, hein. Ce n'est plus euh, seulement ce parti d'activistes. Il y a au mouvement ouvrier, il y a la théologie de la libération, mais un parti qui, en 2002, quand Lula arrive au pouvoir, est déjà enraciné localement avec déjà nombre d'élus locaux. Mais ce sont vraiment, enfin, ou que ce soit le cas de Correa, donc un économiste aussi la dévalorisation, ou de Morales, un syndicaliste coacalero, ce sont vraiment des outsiders et ce ne sont pas des partis établis qui avaient gouverné auparavant. Le PT au Brésil ou l'ensemble des autres partis que j'ai mentionnés n'avaient pas gouverné auparavant. Ce qui fait cette influence commune, ce qui fait une unité entre ces gouvernements progressistes, Heu, c'est ce moment-là où ils vont surgir par rapport aux situations d'urgence sociale provoquées par les réformes néolibérales et remettre, au centre de l'agenda politique la question sociale et l'intervention de l'État dans l'économie. Oui, effectivement, ce qui est intéressant pour comparer là vraiment, on a des choses qui sont vraiment d'un pôle à l'autre, c'est de voir cette institutionnalisation de l'influence qui se met en place aux États-Unis durant la guerre froide, avec ces agences paragouvernementales et les programmes dont on va parler tout de suite. Et d'un côté, cette grande différence de ces outsiders qui émergent au tournant des années 2000, qui viennent de la rue, de ces mouvements sociaux, du syndicalisme, et qui doivent justement construire de toutes pièces leur influence en essayant de rebattre les cartes et de faire oublier justement, en tout cas, ils se positionnent contre ce qui a été fait jusqu'à maintenant et pour essayer de proposer de nouvelles choses. Et on pourra en parler, on parle des révolutions sociales, voilà, bolivariennes, citoyennes en Équateur, etc. Et plus précisément, donc dans ce contexte que vous avez donné pour les deux ouvrages que vous avez écrits et dirigés, justement, on pourrait se pencher sur quels sont ces projets, ces grands programmes qui, à ce moment précis, quels sont ces projets sur lesquels et ces programmes sur lesquels s'appuient les États-Unis et les gouvernements progressistes latino-américains pour imposer leur influence, qu'elle soit déjà institutionnelle ou nouvelle, au sein de leur pays ou des relations continentales. Et aussi, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre, si vous pouvez répondre à cette question, dans quelle mesure ces projets résultent de phénomènes de circulation des idées, peut-être à l'échelle transatlantique ou transaméricaine, et reconfigurent ces relations qui sont aussi intercontinentales. Peut-être Maud, si vous voulez OK. commencer. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre peut-être vos questions à rebours.
Ce qui me paraît le plus intéressant, dans nos discussions, c'est je l'ai dit peut-être en préambule, mais c'était juste un teaser, c'est la question de la circulation des idées. Si on parle, d'influence, de persuasion, c'est comment en fait les différents modèles, qui, construisent la persuasion politique, puisque c'était votre question de départ, s'influencent les uns les autres. Et donc bien sûr, il y a, une origine intéressante et une période très intéressante qui est la politique de bon voisinage quand on parle des États-Unis et de l'Amérique latine. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans le projet états-unien, c'est la circulation entre l'appareil de propagande soviétique et l'appareil de propagande américain. Donc si je parle de propagande ici, on est d'accord, je réponds à votre interrogation sur le fait qu'on s'adresse dans l'appareil de persuasion politique à l'international des États-Unis à des populations étrangères et non pas, bien évidemment, à la population américaine. Ce qui n'est Il n'y a pas de propagande sur le territoire américain. On se rappelle de l'expérience de la Première Guerre mondiale qui avait amené finalement un certain nombre de membres du Congrès, notamment du Sénat, à s'opposer à l'Office of War Information. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'abord le fait que l'appareil de persuasion politique à l'international des États-Unis n'aurait pas existé dans une telle ampleur et avec de tels financements aussi, sans que les Soviétiques aient aussi construit leur appareil de propagande qui était sans doute jugé ou jaugé comme efficace et menaçant par les États-Unis pour leur sphère d'influence, qui était dans l'espace transatlantique, comme je le rappelais en préambule, mais aussi dans l'espace asiatique déjà. Donc, maintenant, de quoi parle-t-on quand on parle d'outils et de ce que les Américains construisent? J'évoquais en préambule donc cette agence d'information des États-Unis qui est créée donc sur finalement les bases de l'Office of War Information par le général Eisenhower. C'est une agence paragouvernementale qui est intéressante dans la mesure où elle va instrumentaliser, alors aujourd'hui on dirait arsenaliser peut-être, on parlerait de weaponization si on était en anglais, les instruments classiques finalement de la diplomatie culturelle américaine, voire des éléments de la culture, de la puissance culturelle américaine pour finalement atteindre un objectif, obtenir un effet qui est celui de l'adhésion des populations étrangères à un projet qui ne soit pas simplement celui du modèle américain qu'il faudrait bien vendre, mais aussi celui du monde libre dans le contexte de la guerre froide. Donc, partant de ces bonnes intentions, là, et ce qui permet donc aux architectes de ce projet au niveau donc de l'administration Eisenhower, puis ensuite de l'administration Kennedy, Carter ou Reagan, de vendre au Congrès ce projet en disant nous on fait de la propagande pour lutter contre les soviétiques et pour montrer qu'on a un projet qui est celui du monde libre. C'est intéressant de rappeler ce contexte-là au regard des débats très contemporains qu'on peut avoir et qui renversent un petit peu ces perspectives. Alors ensuite, quand on veut convaincre, soit on convainc à court terme et on persuade et on essaie d'attirer l'adhésion parce qu'il y a un moment qui est crucial, qui peut être une crise sécuritaire. Je pense à la crise de Cuba, par exemple, qui pourrait être intéressante et que j'évoque dans l'ouvrage que vous mentionniez, Yann. Mais on peut, quand on met en place des stratégies d'influence sur le temps long, non seulement on mobilise l'appareil culturel, mais on mobilise aussi l'appareil d'information. D'où le fait que j'ai fait des travaux sur l'agence d'information des États-Unis. Et si on essaie de mobiliser, en fait, si on essaie d'élaborer des stratégies qui ne sont pas dans l'urgence, celle d'une crise sécuritaire, on essaie d'élaborer des stratégies qui sont sur le temps moyen ou sur le temps long. Et là, on peut avoir tout le volet des programmes d'échange ou des programmes culturels qui étaient chers au sénateur Fulbright, puisque chez les américanistes, on connaît bien ces programmes, qui étaient tout d'abord dissociés en fait de l'agence d'information des États-Unis, de la même manière qu'étaient dissociés les médias d'État comme Voice of America, dont on parle encore aujourd'hui pour d'autres raisons. Donc, articuler l'appareil médiatique, les programmes culturels, mais aussi peut-être une
puissance culturelle qui était portée par le cinéma hollywoodien et l'articuler de manière à ce qu'on ait des produits qui soient exportables et qui vendent bien le modèle américain et le projet d'un monde libre, c'était en fait tout ce qui était à l'esprit de l'ensemble de ces architectes en fait, de cet appareil de propagande américain qui a été architecturé par trois grandes administrations. C'est ce que je montre dans l'ouvrage, plus encore que d'autres, avant de rentrer dans l'ère post-guerre froide. Et ces trois grandes administrations, c'est donc Eisenhower, qui a rappelé, Kennedy et Reagan. Pour Kennedy et Reagan, on peut comprendre bien aujourd'hui avec les lunettes le rôle important de l'appareil médiatique et ce que ces présidents qui ont porté aussi ce projet peuvent jouer le rôle qu'ils ont pu jouer en termes de communication stratégique, parce que leur image même a été vendue comme un produit qui pouvait permettre de conquérir le cœur et les esprits en vendant une histoire autour de ces personnages-là. Donc, ils étaient eux-mêmes, finalement, les outils et les acteurs ou les produits de cet appareil de propagande américain au sens large. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça se construit, cet appareil se construit pour essayer d'augmenter la puissance américaine. Quand on décrit les piliers de la puissance américaine, on les décrit sous la forme d'un acronyme qui s'appelle DIME, Diplomacy, Information, Military and Economics. Et on comprend que l'information, ici, est un des 5 piliers de la puissance américaine. Et savoir bien la construire, la diffuser pour atteindre des publics cibles fait partie en fait de ce grand projet qui a sans doute été le mieux illustré pendant la période Reagan, puisque c'est à ce moment-là qu'on parle des premières, enfin de ces guerres de l'information qu'on a revisitées donc au XXIe siècle et dont on parlera sans doute tout à l'heure. Alors, dans les grands outils, j'ai parlé de USIA, on a peu de temps, donc je ne vais pas développer. J'ai parlé des outils, des médias d'État américains, notamment Voice of America, mais pendant les années 80, ce qui est particulièrement développé, ce sont les médias télévisuels. De la même manière qu'aujourd'hui, on pense qu'on va conquérir les cœurs et les esprits via des réseaux sociaux, dans les années 80, on développe les satellites et on s'appuie sur une révolution technologique qui est celle des télécommunications satellitaires, et on en comprend toute l'importance aujourd'hui dans des conflits ouverts ou en zone grise, puisque c'est cette technologie-là qui permet donc de diffuser des messages qui sont à la fois des messages tout à fait politiques, et puis qu'elles peuvent être aussi des messages qui sont diffusés par le biais de l'entertainment. J'ai écrit quelques papiers, notamment sur la diplomatie de l'entertainment. C'est aux presses de Sciences Po. Et on comprend que ça fait partie, si je mentionne c'est pas pour faire de l'autopromo, c'est simplement pour faire l'articulation entre l'appareil d'État, ce qu'est de la diplomatie, et comment on peut utiliser l'entertainment au service d'une diplomatie pas coercitive ici, mais plutôt douce, au sens de celle que va donc conceptualiser Joe Nye après coup ou de facto dans les années 90. Voilà, donc là, je pourrais revenir sur les programmes d'échange nombreux. Il n'y a pas que les programmes Fulbright, il y a aussi les IV, les International Visitor Leadership Program, qui sont donc développés notamment donc, dans les années 70 et 80, et qui sont assez intéressants puisqu'on voit qu'ils ont quand même réussi à lister l'ensemble des futurs leaders ou personnalités d'influence que l'on retrouve donc dans l'ère post-guerre froide, après 1991. Donc, quand je vais donner des exemples un petit peu précis, par exemple, on avait un chancelier allemand, Gerhard Schröder, qu'on a qualifié de très atlantiste et qui a bénéficié de ces programmes. Donc là, on voit qu'on est sur la construction d'une influence sur le temps long qui passe par des relais d'influence qui ne sont pas que des relais technologiques, des émissions, mais qui sont aussi qui sont incarnés par des personnes qui sont susceptibles de devenir ou d'être déjà des leaders d'influence. Donc, c'est intéressant de rappeler tout ça, parce qu'on comprend aussi aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneurs d'influence ou d'influenceurs privés, en fait, tout ça est sont des stratégies de temps long, et qui sont juste un petit peu parfois réadaptées
peut-être avec les outils et le vocabulaire ou la terminologie qu'on utilise au XXIe siècle. Voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je pourrais revenir sur les programmes également de soutien, hem, d'aide au développement, hein, parce que je crois, Yann, que vous aviez en tête aussi le fait qu'on puisse parler de USAID, qui n'est pas USIA, dont j'ai parlé, qui est une autre agence paragouvernementale qui a fait la une de l'actualité de manière très intéressante ces dernières semaines. Je rappelle que cette agence avait été créée sous Kennedy, justement, pour essayer de permettre aux États-Unis d'être benign hegemon, de pratiquer une hégémonie plus douce, plus bénéfique, et donc de soutenir, en fait, de prévenir plutôt les conflits ou de les endiguer en prodiguant du soutien économique et humanitaire dans absolument toutes les régions du monde, et des régions intéressantes comme l'Afrique ou l'Amérique latine, qui est dans la sphère d'influence donc depuis le 19e siècle des États-Unis. Donc on y reviendra après. Effectivement, oui, je pensais, on en avait parlé de cette agence des États-Unis pour le développement international. Après la réponse de Thomas, on pourra effectivement y revenir si on a le temps. Et je pense aussi qu'on pourra revenir pour croiser les regards sur cet aspect télévisuel, qui est aussi très important du côté des gouvernements progressistes latino-américains avant le passage au numérique, il a été aussi. Thomas, si vous voulez répondre sur ces programmes, ces alliances aussi, sur lesquels se fondent les gouvernements. Cette période, elle est assez riche, enfin, de circulation. Enfin, un, un des événements, enfin, des éléments qui semblent hum, les plus banaux, mais qui a à la fois une grande importance, c'est la création d'instances supranationales entre ces gouvernements progressistes latino-américains, qui ne sont pas forcément liés au départ, dont on pressent une, des affinités idéologiques, mais qui n'auraient pas eu vocation à forcément se concrétiser. Et pour le coup, on va avoir ce qu'Olivier Daben appelle une quatrième vague de régionalisme. Alors un régionalisme qui en Amérique latine est tout souvent très, très, très politisé, avec des instances qui peuvent se superposer avec des objets similaires. Et c'est ce qui bat un peu leur coûter, enfin, la coûter la pérennité, hein, de ces instances. Mais il y a de nombreuses instances, hein, qui sont créées dans cette période, que ce soit l'UNASUR, donc pour l'ensemble de l'Amérique du Sud, mais qui du coup va souffrir de cette politisation et bah, avec l'alternance des gouvernements de droite, va perdre toute sa substance. La CELAC pour l'ensemble des États d'Amérique latine et des Caraïbes, qui existent toujours à un niveau assez embryonnaire. Ou encore l'ALBA, donc plutôt promu par les gouvernements les plus anti-impérialistes. On voit manifester ces circulations aussi dans les différentes phases de déstabilisation. C'est-à-dire que cette solidarité qui existe entre les différents exécutifs progressistes latino-américains, elle s'observe dans les phases de crise, et elles sont nombreuses. Les moments où Chavez menaçait de destitution en 2002, le soutien de Lula, donc qui est récemment élu. Je pense surtout au moment de blocage de l'économie en décembre 2002, février 2003, où donc Chavez fait face à un arrêt de son économie par l'opposition, par le patronat local, par les directions syndicales liées au Parti social-démocrate dominé avant Chavez. Et Lula est présent et apporte son soutien. Et le soutien de la première puissance latino-américaine à ce moment-là est un soutien important. Et on va retrouver cette unité de réaction et de défense des uns des autres dans la plupart des crises que vont connaître les gouvernements latino-américains, dans la plupart des tentatives de déstabilisation. Je pense à la tentative de sécession de l'Orient bolivien en 2008-2009, où Evo Morales va bénéficier du soutien de ses homologues latino-américains. Ou du moment où là, ce soutien ne sera pas suffisant, du renversement de Manuel Zelaya au Honduras en 2009, où pareil, enfin, les exécutifs latino-américains vont manifester leur soutien à, mmh, à la personne menacée, au gouvernement menacé. Alors, dans les 2 premiers cas que j'ai mentionnés, pour Chavez ou pour Morales, avec succès. Dans le troisième cas, sans succès. Mais, il y a une véritable unité là-dessus. Un des éléments qui permet de voir comment s'est construit cette unité, c'est un élément qui suscite beaucoup de fantasmes de la part des extrêmes droites latino-américaines, dont on parlera, sans doute plus tard, dans
dans le séminaire, c'est le Forum de Sao Paulo, donc qui réunit l'ensemble des partis, de gauche, mais pas seulement. Enfin, parce qu'il existait déjà un international socialiste, il existait déjà des internationales Mmh. politiques, mais ceux-là vont enfin, le Forum de Sao Paulo va réunir ceux qui sont activement au pouvoir, ces outsiders qui sont réellement actifs au pouvoir. Heu, le fait qu'ils se coordonnent ne doit pas donner un fantasme d'unité, trop importante. Enfin, ces gouvernements ont une forte hétérogénéité, les orientations ne sont pas les mêmes. Je pense que c'est un des éléments qu'on montre, dans l'ouvrage. Alors, enfin, il y a eu pendant longtemps le fantasme des 2 gauches, hein, enfin, qui était une manière un peu facile pour disqualifier l'une, et pour encenser l'autre selon, et pour, favoriser l'une ou l'autre selon le camp dans lequel on était, hein. On disait que sa préférée, c'était la meilleure et que l'autre était pas acceptable. Mais, en vrai, enfin voilà, il y a une multiplicité, il y a sans doute, eu autant de gouvernements progressistes enfin autant de variétés qu'il y a eu de gouvernements progressistes au pouvoir. Maintenant, il y avait cette coordination autour du Forum de Sao Paulo qui existe toujours et qui est, je disais, objet de fantasme, c'est-à-dire où, les droites, les extrêmes droites vont fantasmer une influence, plus importante qu'il n'en est, une unité plus importante qu'il n'est, autour de ces projets-là. Enfin, le projet idéologique, heu, il est extrêmement limité, hein. Enfin, même la création de ces instances supranationales, heu, elle masque des réalités extrêmement différentes. Enfin, quand Chavez l'a construit, c'est pour lutter contre l'impérialisme états-unien. Quand, bah, compris des gouvernements de droite, hein, y compris, Uribe participe à la création de l'UNASUR ou le gouvernement colombien, c'est pour, partager des expériences avec ses homologues de la région. Et donc enfin voilà, c'est aussi le ver, hein, qui est dans le fruit où, tout le monde adhère à des instances supranationales qui sont, où pas tout le monde y met le même projet. Heu, autre élément, enfin, vous parliez, Diane, de ces éléments de circulation, au niveau transaméricain, enfin, voire même international. Enfin, les aujourd'hui, on a l'habitude d'évoquer le Venezuela, comme, comme stigmate pour disqualifier souvent, des partis de gauche, qui prétendent au pouvoir, qu'ils aient eu, des solidarités actives avec le Venezuela ou qu'ils n'en aient pas eu. C'est une manière souvent pour disqualifier, hein. Mais à l'époque, c'était exactement l'inverse. À l'époque, c'était, un exemple revendiqué par certains secteurs de la gauche, des gauches, y compris européennes, nord-américaines. Chavez, en un temps, en 2009, a même proposé la création d'une 5e internationale. Alors, comme souvent chez Chavez, c'était, des discours qui dépassaient un peu les actes concrets, hein. Enfin, le discours allait beaucoup plus loin que ce qu'ont permis les actes, mais qui témoignaient quand même d'une réalité. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait heu, des personnes à gauche qui voyaient, dans l'Amérique latine, un laboratoire de la contestation du néolibéralisme, après qu'elle ait été un véritable laboratoire du néolibéralisme, mais où il y a eu en Amérique latine, cette circulation-là des pratiques de contestation du néolibéralisme. On pourrait penser aussi au Forum social mondial qui s'est réuni nombre après avoir, circulé à travers le monde, hein, mais s'est établi, plusieurs années à Porto Alegre, qui a été une année à Caracas, et qui participait de cette dynamique de circulation des idées, de contestation du néolibéralisme en alliance donc avec des exécutifs de cette époque qui, pour le coup, avaient des projets idéologiques, extrêmement différents, enfin et qui, avaient des pratiques politiques, extrêmement différentes. Enfin voilà, heu, do des pratiques qu'on pourrait assimiler au Chili à des pratiques, de social-libéralisme, à des pratiques qui, promettaient des ruptures, même si ce n'était pas forcément le cas, hein, mais, il y a eu des changements de constitution, que ce soit en Bolivie, au Venezuela ou en Équateur, et la promesse, simplement en mots, d'un horizon socialiste qui n'était plus utilisé depuis 20 ans, depuis la chute du mur de Berlin. Effectivement, ce qui est intéressant dans vos réponses, c'est qu'on voit ces dynamiques de circulation, des nord, vers les sud et donc de voir comment, justement, d'un côté, les États-Unis, on l'a cité, à la fin de votre réponse, Maud, avec cette agence des États-Unis pour le développement international, on a cette idée de développement, pas qu'en Amérique latine, mais y compris en Amérique latine et alors que de l'autre côté, effectivement, quand on a et arrivent ces gouvernements progressistes, on a ce positionnement
pas pour tous, parce qu'il y a une diversité aussi de positionnement idéologique, mais anti-impérialiste, anti-néolibéral, et de voir comment ces deux lignées idéologiques peuvent se confondre. Je reviens aussi juste sur l'aspect télévisuel que vous mentionniez, Maud, effectivement, parce que c'est un sujet qui m'intéresse pour le cas de l'utilisation des médias, quels qu'ils soient, par ces gouvernements progressistes. Avant le numérique, effectivement, on connaît très bien, ça peut-être que Thomas pourra mieux en parler, mais l'utilisation de la télé et la création de programmes hebdomadaires, voire de chaînes, par les principaux représentants. Donc, on pense les plus connus à Chavez au Venezuela, à Correa en Équateur et à Morales pour la Bolivie. Donc, cette envie d'être au contact des populations dans ce que certains ont appelé un populisme télévisuel, vraiment d'avoir une présence quotidienne, hebdomadaire auprès des populations et que ce soit un tu à tu, quoi, vraiment un rapport direct entre les représentants politiques et leurs citoyens. Peut-être, je ne sais pas si Thomas, vous voulez intervenir sur ces outils télévisuels ou télécommunications générales. C'est pas les sujets sur lesquels j'ai mené des enquêtes, en tant que telles, mais oui, 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 enfin, pour le coup, enfin, ayant fait mes terrains au Venezuela, j'ai pas enquêté dessus, mais de fait, je l'ai vu en tant que, enfin, voilà, en tant que personne vivant sur ce territoire, hein, où, oui, les allo presidente, de Chavez avaient une dimension, qui marie à la fois, transforme assez rapidement en culte de la personnalité et à la fois cette dimension d'essayer d'amener une pédagogie de la pratique du pouvoir. Parler de Correa, de Morales, mais aussi enfin de AMLO, hein, enfin qui Andrés Manuel López Obrador au Mexique, qui a utilisé pendant toute sa présidence ces mañaneras, où il y avait cette dimension d'expliquer sa politique, de manière quotidienne. Alors avec, enfin, voilà, tous les travers, hein, qu'on peut y prêter, que ce soit en termes de culte de la personnalité et de tentative de rendre, intelligible, l'action gouvernementale auprès des populations. Après, c'est pas les sujets ni qu'on a publiés dans le livre, ni que j'ai particulièrement enquêté, donc je me sens pas, plus compétent que ça pour en parler. Je te laisse Il y bien a pas de sûr souci. la parole à Maud si elle veut développer sur ce sujet. Si on regarde peut-être, et pour compléter, Thomas, ce que vous disiez, et peut-être répondre à votre question aussi, Yann, sur un temps long. Ce qui est intéressant dans ces médias, télévisuels, c'est qu'ils semblent un petit peu ancrés dans le XXe siècle, hein, là où vous nous avez ramenés en nous ramenant sur ces travaux. Or, aujourd'hui, en Amérique latine comme en Amérique du Nord, on utilise toujours ce qu'on appelle donc ces médias mainstream qui sont ces médias télévisuels et qui sont toujours, porteurs, qui ont surtout un impact sur les populations, donc alors moi j'appelle ça les populations cibles parce que j'ai une vision, très, arsenalisée en fait, de ces outils médiatiques, dans mes travaux sur, les guerres de l'information. Mais ce que je veux souligner, c'est que même au XXIe siècle, les médias télévisuels ont toujours un impact parce qu'ils sont, que ce soit dans le monde, dit occidental, qu'on ne va plus appeler comme ça dans quelques jours, ou dans les Suds, c'est toujours des médias importants qui, ça me ramène à, toucher les cœurs et les esprits, ce que je disais tout à l'heure sur, la volonté, donc de cet, appareil d'État, en utilisant des médias d'État américains pour toucher les cœurs et les esprits de l'autre côté du rideau de fer. L'idée, c'était de pouvoir avoir un message diffusé, via les appareils, télévisuels dans chaque foyer. Et cette idée-là, elle n'est pas morte et elle est très véhiculée, me semble-t-il, dans les phénomènes de circulation qui sont liés, à ces luttes informationnelles. Ces phénomènes de circulation sont très, accentués aussi en Amérique latine parce que d'autres États qui sont concurrents des États-Unis, sont très présents via les médias télévisuels. Je pense, aux Iraniens, par exemple, qui sont de longue date présents en Amérique latine. Ça, c'est ce que nous avons montré avec mes collègues dans un autre livre qui est la suite des, stratégies d'influence et guerre de l'information et qui s'appelle «Les guerres de l'information à l'ère numérique» et qui montre dans son chapitre sur, l'Iran notamment, qu'en Amérique latine, on a, des, médias, qui relaient, la parole iranienne de longue date et la guerre froide parce que c'est,
c'est un relais d'influence important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand on étudie les phénomènes de diaspora aussi, que ces médias télévisuels, ils peuvent construire un message en Amérique latine qui sera ensuite diffusé dans les différentes communautés ethniques aux États-Unis et je dirais plus largement en Amérique du Nord jusqu'au Canada. Donc ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans certains médias en langue espagnole, qu'on va trouver aux États-Unis, on a ces relais-là, donc c'est des messages qui sont repris de télévision, de messages télévisuels qui sont diffusés en Amérique latine et qu'on retrouve. Et ça, c'est pas des phénomènes qu'on étudie, je dirais, dans un passé très ancré dans l'histoire, puisque ça jouait son rôle aussi dans l'élection de 2024, qui était où des messages venus d'Amérique latine sont venus finalement alimenter aussi les chaînes américaines dans certains États, les chaînes en langue espagnole et dans les communautés hispaniques. Donc, on a eu ces phénomènes de circulation de qui veut influencer qui via des médias télévisuels. Donc, c'est assez intéressant ce retour et cette circulation. Voilà, c'était pour faire le lien. Après, j'aurais peut-être un point à faire, mais on va peut-être y venir sur la question de l'ère numérique et l'influence technologique entre États-Unis et Amérique latine. Effectivement, merci beaucoup pour vos réponses. Comme le temps file, je vous propose de passer à la deuxième thématique que nous avions élaborée ensemble, c'est-à-dire les nouveaux horizons de l'influence politique dans les Amériques dans une période plus récente. Maud, dans la dernière partie de votre livre, vous montrez qu'au cours des années 2000 et par la suite se produit le passage à un monde que vous dites post-américain, notamment marqué, pas que, mais par la présence chaque fois plus importante de la Chine sur la scène internationale et aussi avec la démocratisation des outils numériques, etc. Et comme c'est aussi évoqué, cette présence de la Chine au début de l'ouvrage coordonné par Thomas Posada. Et dans ce contexte, d'après vous, quelles sont les limites ou au contraire les opportunités d'expansion de l'influence des États-Unis et des gouvernements progressistes d'Amérique latine? Maud, si vous Vous souhaitez. voulez que je commence? Ouais. Alors, déjà, je vais peut-être préciser ce que j'entendais par post-américain dans l'ouvrage et ce que j'utiliserais, et ce qui pourrait paraître totalement d'actualité aujourd'hui. Je faisais référence à Fareed Zakaria, qui pouvait paraître encore un peu daté il y a quelques mois, et qui est un collègue et journaliste donc de CNN que vous connaissez, qui avait écrit cet ouvrage The Post-American World. Et il l'écrit au début des années 2000. Donc, je viens de dire que c'est un collègue qui est à la fois académique et journaliste, puisqu'il est un grand chroniqueur aussi. Vous avez sans doute lu chacun et chacune un article qui lui a été consacré dans Le Monde et qui était assez intéressant justement sur le fait qu'il revisite lui-même cette idée d'un monde post-américain. Donc c'est dans ce contexte-là, parce qu'on est au début des années 2000, dans le moment post-11 septembre. Et donc on voit finalement les limites de cette influence américaine qui n'a sans doute pas convaincu ou n'a pas remporté les cœurs et les esprits au Moyen-Orient, et cela par l'épreuve des faits, puisque les Américains sont très présents militairement au Moyen-Orient et n'ont pas bonne presse, de même qu'ils n'ont jamais eu véritablement bonne presse auprès d'autres acteurs. Je pense à l'Iran en particulier, parce que vous en parlez tout à l'heure. Donc ce travail-là de persuasion, d'adhésion au modèle n'a pas fonctionné. C'est une évidence assez absolue. Alors après, je dirais que dans cette période qui nous rapproche plutôt de notre actualité et qu'on ébauchait au tournant du siècle, finalement, l'autre acteur qui est quand même très présent, la Chine certes, mais pas tout de suite dans ses stratégies d'influence qui sont médiatiques ou qui utiliseraient aussi les réseaux numériques, je pense surtout, moi, dans mes travaux et à mon ouvrage, à la Russie, qui s'est particulièrement inspiré des modèles médiatiques américains. Pour le coup, là, c'est plus l'appareil d'État, d'appareil de propagande soviétique dont s'inspirent les Américains. On voit au tournant du XXIe siècle que c'est plutôt la Russie qui a bien étudié les appareils médiatiques américains, qu'ils soient privés ou publics, les chaînes d'information en continu qui ont été si présentes pour couvrir aussi la
la première partie de l'ère post-guerre froide dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les années 90 et la première guerre du Golfe. Donc, tout ça est assez omniprésent dans l'espace informationnel, donc à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que ce sont les médias américains qui sont fort présents. Et finalement, la réflexion russe qui se fait en miroir, c'est de développer aussi un appareil de propagande et de médias d'État qui soit en miroir de ce qu'ils perçoivent de la puissance américaine sur ce volet-là. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois l'échec américain propre dans certaines régions du monde, puisque on n'est plus là, et on voit qu'on entre déjà dans une forme de choc des civilisations, comme le dit Huntington, et c'est aussi ce que veut dire Zakaria dans son histoire dans son idée de monde post-américain. Et puis, on a finalement la Russie, je dirais, peut-être un peu revancharde, et je pense que c'est le terme qu'il faut employer là, aujourd'hui, en 2025, qui déjà construit un appareil d'État en miroir pour occuper l'espace informationnel et qui commence à réfléchir à ces fameux médias d'État qu'on a beaucoup documentés ces dernières années, RT et Sputnik. Pour moi, l'appareil informationnel et chinois, il ne vient que en fait, en observation de ces deux appareils-là, américains et maintenant russes au XXIe siècle. Et donc, il ne va prendre de l'ampleur que sur la dernière décennie. Voilà. Alors, pardon de faire ce travail un petit peu de bornage historique, mais je pense que c'est important de comprendre qu'on a une rivalité toujours Russie-États-Unis sur le champ informationnel au tournant du XXIe siècle, et puis une rivalité qui n'est pas qu'avec des acteurs étatiques, puisqu'on a dit que le tournant, il était marqué par un événement dont on parle depuis tout à l'heure, qui est le 11 septembre, et qui est porté par des acteurs non étatiques. Voilà, donc en fait, dans ces circulations, ces luttes d'influence et aussi ces luttes informationnelles, on a des acteurs étatiques qui se nourrissent des modèles des uns des autres, et on a aussi donc des acteurs non étatiques extrêmement puissants, puisqu'ils arrivent à déstabiliser des États, comme les États-Unis, dans leur espace informationnel et en commettant des actes de guerre sur leur territoire. Donc ça, je pense que c'est un tournant important. Donc on voit la limite du fait qu'on ne peut pas... et la limite américaine, je pense que quand on le voit au moment du 11 septembre, c'est que peut-être que aussi, et c'est la réflexion qui a été faite aussi immédiatement, et puis qui est faite aussi à un deuxième grand moment, qui est 2016, lors de l'ingérence russe dans les élections américaines, c'est de se dire que finalement, l'appareil étatique de persuasion politique dont on parlait au départ pour conquérir les cœurs et les esprits, il a été finalement un peu abandonné après la guerre froide, en se disant bon bah finalement le modèle américain a triomphé, on est les leaders du monde libre, et on va peut-être ranger au placard l'agence d'information des États-Unis dont on parlait en préambule. On va se dire que finalement, bon, les médias d'État, on va pas trop investir dedans, on va plus raconter une grande histoire, un grand récit à l'ensemble des autres acteurs, et en tout cas pas de la même manière. Et finalement, peut-être que nos industries culturelles, notre puissance technologique va suffire à faire adhérer les autres acteurs de la scène internationale à nos objectifs. Et force est de constater que c'était peut-être pas forcément le bon calcul. Alors en tout cas, c'est la réflexion qui a été menée depuis 2016, donc lors de cet autre grand moment du XXIe siècle, l'ingérence russe dans les élections américaines, et où là, tous les grands praticiens de la politique étrangère américaine se disent en rechaussant leurs lunettes ou leur carte mentale de la guerre froide qu'il faut ressusciter l'agence d'information des États-Unis et comprendre comment articuler à la fois donc le projet politique à l'international, la politique étrangère finalement, et puis les nouveaux outils numériques et technologiques. Donc voilà, et cette réflexion, force est de constater qu'elle n'a peut-être pas été complètement menée à son terme par disons les premiers architectes donc de cette idée du monde libre qu'il faudrait vendre à l'extérieur. Par contre, aujourd'hui, on se rend compte que d'autres acteurs moins bien intentionnés, qui ne sont pas des benign hegemons,
ont su se saisir de cette opportunité de ce tournant, par un renversement de l'histoire. Ce n'est plus donc l'État fédéral qui pense sa politique donc douce d'influence à l'étranger en utilisant des outils technologiques. C'est les géants de la big tech qui s'emparent de l'appareil d'État pour pouvoir aussi bien asseoir leur empire économique que aussi peut-être une certaine idée des relations internationales et du projet américain. Donc, je tenais à le rappeler parce que finalement, on tourne autour de tout cela. Et donc, il y a eu des opportunités qui n'ont pas été bien saisies. Déjà, les États-Unis n'ont pas pris le virage numérique à temps dès la première décennie des années du 21e siècle, puisque le virage numérique, en fait, c'est-à-dire utiliser les outils numériques pour porter le message américain du monde libre, ça n'a pas été très bien orchestré, il n'y a pas eu suffisamment de moyens mis par le département d'État, malgré une volonté finalement de travailler avec les géants de la Silicon Valley, mais pas de la bonne manière. Et le renversement de l'histoire est extrêmement dur. Voilà. Je m'arrête là parce qu'on pourra y revenir, mais comme ça, j'aurais abordé ce point brûlant. Très bien, merci beaucoup, Maud, pour votre réponse et Thomas aussi en quelques minutes, si vous pouvez répondre pour qu'on puisse ensuite laisser, la parole au public dans la salle pour les questions. Oui, 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 bah, enfin, je pense que c'est une des ruptures majeures de l'Amérique latine de ce 21e siècle, hein, enfin, où la Chine n'existait quasiment pas, dans le commerce, latino-américain dans les années, 90 et où c'est devenu le premier partenaire commercial, de quasiment tous les pays d'Amérique du Sud, voire même de certains d'Amérique centrale. Donc c'est je pense une rupture majeure du si du 21e siècle, latino-américain et ce qui rend enfin ce qui permet de comprendre à cette tonne aussi, les transformations de la présidence Trump, hein. Enfin ce retour à une défense un peu protectionniste, enfin que Trump revendique, des présidents du début du fin 19e, début 20e, mais qui sont dans un moment où, les États-Unis étaient une puissance en croissance à l'époque et aujourd'hui, c'est une puissance qui, d'un point de vue commercial en Amérique latine, sont une puissance en déclin. Sur la question de l'expansion de l'influence, alors repréciser les termes, ça va me permettre en plus de répondre, à une question dans le chat de Carla Calvino. De repréciser les termes, nous, quand on parlait de cet âge d'or des gouvernements progressistes, on parlait de cette, phase entre, 98 pour la première accession de Chavez au pouvoir, mais qui arrive surtout, dans les années 2000 jusqu'en 2014 ou jusqu'en 2018, on en encore certains, mais où à partir de 2014, on a une crise de ces exécutifs progressistes et donc c'est cette phase, hein, qui nous intéresse, cet âge d'or, des gouvernements progressistes. Ce qu'on a constaté ensuite, c'est, une phase de dégagisme, hein, c'est-à-dire où on a eu un intercycle de droite, où on a eu, les présidences de Macri, de Bolsonaro, hem qui sont arrivés au pouvoir. De nouveau, un cycle plutôt à gauche, enfin voilà, les présidences de Fernandez, de López Obrador, de Xiomara Castro, de Arévalo au Guatemala, mais où il n'y a plus d'unité et c'est en ça que je réponds à la question de Carla Calvino. C'est qu'effectivement, oui, la notion de gouvernement progressiste pour définir, les gouvernements qui s'identifient vaguement, qui sont vaguement issus de la gauche en Amérique latine, elle est plus très opérationnelle comme telle. Déjà parce qu'ils agissent plus ensemble. Enfin, si vous voulez faire agir ensemble Gabriel Boric et Nicolas Maduro en ce moment, je vous souhaite bon courage. Heu, privé de joke, hein, dans le sens où ils ont des positionnements diplomatiques, diamétralement opposés sur nombre d'aspects, sur, les relations internationales, mais aussi sur, la crise vénézuélienne en tant que telle. Et que, enfin voilà, en fait, les gouvernements de gauche, actuels, on a des gouvernements qui, enfin qui proviennent de la gauche, mais qui ont dérivé souvent dans des expériences autoritaires. Je pense au cas du Venezuela, je pense au cas du Nicaragua, dans d'autres mesures, enfin avec des temporalités très différentes, le cas de Cuba, mais qui correspond, hein, d'expériences qui originairement étaient des processus d'émancipation et qui sont aujourd'hui des régimes qu'on peut qualifier d'autoritaires. Des régimes qui incarnent des alternances, enfin le cas du Brésil, c'est cela, une alternance qui a réuni un large spectre, qui va de l'extrême gauche au centre droit pour faire face à l'extrême droite, mais qui arrive au pouvoir après d'autres, ou en Argentine, qui arrive au pouvoir après un pouvoir de gauche, une alternance gauche-droite qui devient plus classique que ce qu'était le phénomène des gouvernements progressistes dans les années 98, 2000, c'est-à-dire enfin, l'arrivée d'outsiders qui n'avaient jamais gouverné
qui étaient sur des questions plus radicales, des divergences internes au sein de la gauche. Enfin, le cas bolivien est sans doute le cas, le cas paradigmatique de cela, hein, où aujourd'hui, pour ceux qui suivent l'actualité bolivienne, elle est le théâtre donc déchirement extrêmement fort entre Luis Arce, donc le président actuel, et l'ancien président Evo Morales. Et c'est en cela que, enfin, nous, ce qu'on disait dans notre introduction de notre ouvrage, on parlait d'une crise organique. On en parlait du coup en 2021 quand l'ouvrage est sorti, mais aujourd'hui, bah, le constat est toujours encore plus d'actualité, c'est-à-dire où on a toujours des situations économiques qui sont plutôt moroses, des gouvernements qui ne parviennent pas à obtenir le consentement des populations et des populations hem, qui cherchent des alternatives, alors qui peuvent être des alternatives extrêmement à droite, on voit les cas de Bolsonaro, de Milei, des mouvements sociaux, enfin cette nouvelle vague qui a eu lieu, en 2019-2020 de gouvernements de gauche, qui est même arrivé en termes d'ampleur, en termes de nombre de gouvernements gouvernés par des courants politiques issus théoriquement de la gauche, avait même plus d'ampleur que dans le passé en termes de grands pays gouvernés, hein, puisque le Mexique, l'Argentine, le Brésil étaient gouvernés par la même couleur politique. Je pense que c'est assez rare en vrai dans l'histoire de l'Amérique latine. Euh, mais il n'y a pas d'hégémonie parce que ces gouvernements ont une assez faible popularité en tant que telle et ont des marges de manœuvre économiques extrêmement réduites parce que la crise économique de 2014 liée à la crise du prix des matières premières et les marges de manœuvre politiques ont été extrêmement réduites parce que c'est souvent des gouvernements qui n'ont pas de majorité au Parlement, etc. Et ce lien aux mouvements sociaux, il demeure aussi, hein, parce que peut-être dans ce kaléidoscope de type de gouvernement qu'on peut caractériser, il y a les gouvernements du Chili et de la Colombie, qui viennent de la vague de mouvements sociaux qui émergent, à la fin de l'année 2019, juste avant la pandémie donc, et qui, sont porteurs de discours qui sont autres, un discours anti-extractiviste, en Colombie, porteurs d'un autre modèle de développement, alors avec les marges de manœuvre réduites, mais qui font que c'est pour ça qu'on parle de ce terme de crise organique, hein, où le il n'y a plus d'hégémonie politique, ni d'un côté ni de l'autre. Bien malin est celui qui pourrait déterminer un pronostic. euh, les vagues de dégagisme successifs donnent cette impression où il n'y a plus d'orientation et de gouvernement dont on peut souligner une orientation commune. Et c'est le point qui me semblait intéressant à souligner. Effectivement, c'est vrai que c'est très intéressant de voir l'actualisation. Bon, pour ceux et celles qui pourront lire l'ouvrage, de voir le constat que vous faites en 2021 au moment de la publication de l'ouvrage et celui qu'on peut faire aujourd'hui quelques années plus tard. Donc merci beaucoup à vous deux pour ces interventions et la réponse aux questions. Maintenant, j'aimerais qu'on passe la parole à la salle et en priorité les questions pour Maud Kessar qui doit nous quitter dans quelques minutes. Donc je reprends une question en résumant les différentes questions qui ont été posées autour de vos interventions. Et donc, il y en a une qui les résume, je pense, et qui nous intéresse aussi en tant que latino-américanistes, à savoir quelle est la stratégie de politique d'influence des États-Unis aujourd'hui en Amérique latine? Est-ce que ça reste une région prioritaire pour le pays, notamment dans une guerre économique contre la Chine, dit euh, celui qui nous écoute ou celle qui nous écoute? Et ou est-ce que c'est uniquement l'Amérique centrale qui est la plus stratégique pour les États-Unis encore aujourd'hui? C'est une excellente question et ça aurait été fort à propos que l'administration précédente se pose cette question extrêmement pertinente. Force est de constater que pour étudier d'assez près la politique étrangère américaine et les alternatives partisanes, on se rend compte quand même qu'un des échecs de l'administration Biden, qui était aussi porté par la vice-présidente Kamala Harris sur le dossier de l'Amérique latine, c'est justement, alors que la Chine est la priorité stratégique américaine, hein, dans tous les documents de doctrine, qu'il n'y ait pas de stratégie pour l'Amérique latine qui ait été architecturée avec des moyens assez efficaces tout au long de l'administration Biden. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que effectivement, la Chine a grignoté, et je pense que mon collègue Thomas Posado
ne me contredira pas là-dessus, depuis plusieurs années, quand on chausse les lunettes nord-américaines, bien sûr, et pas que nord-américaines, aussi européennes, la Chine est un compétiteur stratégique extrêmement présent en Amérique latine, au même titre d'ailleurs que la Russie, qui est aussi très présente en Amérique latine. Et donc, il y a une sorte de... il y a une sorte de réflexion presque contre-productive de la part des architectes de la politique étrangère américaine de finalement se priver de cet engagement, parce que les démocrates aiment beaucoup ce terme de to engage with, hein, de se réengager. Ils ont parlé de réengagement avec le retour de l'administration Biden, mais le parent pauvre de ce réengagement, ça a été quand même l'Amérique latine. L'Afrique n'a pas été non plus très bien dotée dans ce réengagement américain qui devait, nord-américain, enfin en tout cas états-unien, qui devait s'adresser à ces deux grands continents qui sont au sud de manière très intéressante. Donc, c'est à la fois paradoxal quand on regarde finalement les intentions de ces différentes administrations successives. Et puis, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de se dire que finalement, c'est l'administration 32 qui arrive et qui remet l'Amérique latine à l'agenda prioritaire des États-Unis. Alors, pour des raisons diverses. Alors d'abord, il y a la compétition, bien sûr, avec la Chine, ce qui n'a échappé ni à Trump ni à Musk, qui, en ce sens, ont été relativement cohérents sur même les premières annonces de Trump sur la question de Panama. Après, il y a deux appréciations et deux visions distinctes. L'Amérique centrale est une question plutôt sécuritaire, et on l'a compris parce que c'est la question migratoire qui est au cœur. Et puis après, il y a la question de l'influence de l'accès aux ressources stratégiques qui sont présentes dans plusieurs pays d'Amérique latine et qui sont largement exploitées par la Chine ou la Russie. Aujourd'hui, on discute beaucoup des terres rares ukrainiennes. Mais moi, quand je chausse mes lunettes nord-américaines, de ce point de vue, il y a beaucoup plus de ressources qui sont intéressantes pour les États-Unis en Amérique latine qu'en Ukraine, exploitables à moyen terme ou à court terme. Et donc ça, ce sont des logiques qui sont plutôt qui sont complètement mercantiles et économiques et qui n'ont certainement pas échappé à l'administration actuelle. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas une stratégie d'influence qu'il y a à l'œuvre avec l'administration en place, c'est une stratégie de compétition commerciale et de guerre commerciale avec la Chine, on a bien compris, et en ce sens, au-delà de son projet historique de vouloir apporter un legs et de vouloir recréer cette sphère d'influence. Donc, sur dans les Amériques, puisqu'il veut annexer le Canada au nord et donc être extrêmement présent en Amérique latine. Donc, effectivement, on est plus dans un projet ici qui est celui qui est proche de Theodore Roosevelt, qui était un président expansionniste et impérialiste, plutôt que le projet même de la doctrine Monroe qu'on a aussi beaucoup cité. On le comprend, mais voilà, c'est plutôt dans cet ancrage-là qu'on est aujourd'hui. Et c'est assez surprenant, puisqu'on comprend aussi que les démocrates sur le temps long, et ça, je crois que je le dis dans le premier ouvrage que vous citez, que nous citions, quand on a eu l'administration pour aussi développer les intérêts des géants de la tech, et en particulier de Google. Et à l'époque, beaucoup de délégations technologiques étaient en place pour venir en Amérique latine dans des contextes politiques fort différents. Mais le problème, c'est que finalement, ces différentes administrations ont eu une vision quand même assez utilitaire, une volonté politique de repenser finalement un projet commun. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette idée-là aussi avec l'administration Trump, c'est-à-dire d'une vision très mercantile de la relation avec l'Amérique latine, qui n'est que finalement un levier ou un facteur d'ajustement
dans la compétition avec la Chine, plus qu'une véritable volonté de restaurer des relations diplomatiques et politiques, ou alors sur d'autres projets, comme on le voit bien sûr avec l'Argentine, et qui sont des Je crois que nous avons perdu Maud. On va voir si elle se reconnecte, si on retrouve la connexion. Je ne pense pas que nous y arriverons. Dans tous les cas, excusez-moi. Donc, de toute façon, Maud devait nous quitter pour d'autres affaires dans son travail. Donc, nous allons peut-être juste finir le tour de questions avec Thomas, le temps que Maud se déconnecte. Effectivement, peut-être revenir sur cette question du néo-extractivisme, ce que disait Maud autour des relations commerciales et cette nouvelle manière, soit depuis les gouvernements progressistes, on pensait à Petro, on pensait à Sheinbaum au Mexique, etc., soit depuis les mouvements sociaux aussi, peut-être qu'on peut en parler, c'est une nouvelle zone d'influence autour du néo-extractivisme pour clore cette séance. Oui, bah, je partage ce que disait Maud sur la question des présidences précédentes, du début du XXIe siècle, donc avant Trump, et qui marquaient un certain désengagement, des États-Unis en Amérique latine. L'Amérique latine apparaissait dans les débats présidentiels seulement pour la question migratoire. Et ici, bon, dans l'histoire des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, c'est souvent quelque chose d'assez caractéristique, hein, où les moments où l'Amérique latine arrive à conquérir une autonomie diplomatique, ce qu'elle avait réussi à conquérir en ce début du XXIe siècle, c'est les moments où les États-Unis se désintéressent de l'Amérique latine, s'engagent sur d'autres fronts, bah, à savoir, enfin, voilà, principalement le Moyen-Orient, depuis le début des années 2000. Sur la question de l'extractivisme, ça correspond beaucoup à ce qu'on a fait dans notre, enfin, ce qu'on a écrit dans notre ouvrage avec Franck Godichaud, une partie, hein, sur ce modèle de développement et et la manière dont l'Amérique latine a connu, enfin, les gouvernements progressistes latino-américains dans les années 2000 ont connu cet âge d'or, c'est en capitalisant au maximum sur, l'exploitation de matières premières. Enfin, l'économiste, Pierre Salamin, qui est récemment disparu malheureusement, a parlé de reprimarisation des économies, heu, c'est-à-dire, enfin voilà, d'exploitation au maximum de ces ressources et heu si les gouvernements latino-américains ont autant exploité ces ressources, alors qui sont de droite ou de gauche, hein, évidemment, on parlait de consensus des commodities, donc enfin d'exploitation des matières premières, de quel que soit le positionnement sur l'échiquier politique, c'est parce que le cours était élevé et si le cours était élevé, c'est parce qu'il y avait une demande chinoise qui était extrêmement, élevée. Enfin, je recommande des contributions, hein, dans notre ouvrage, de Frédéric Tolma, sur la relation Chine-Amérique latine, catalyseur du néo-extractivisme et les aspects des analyses de Mathieu Lecang sur les débats autour de l'extractivisme ou d'Elena Gicciossi sur du consensus de Washington au consensus des commodities. Donc, enfin, notre ouvrage est vraiment très, très développé sur cette question. Et effectivement, oui, cette rivalité sur les ressources des matières premières latino-américaines, elle est extrêmement forte dans ce contexte entre les États-Unis et de rivalité géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Quand il y a eu le renversement d'Evo Morales en 2019, il a été accusé, alors sans doute de manière excessive, à Elon Musk d'être derrière tout cela. À l'époque, on n'en parlait pas autant, et Elon Musk avait, fait des tweets, toujours très nuancés comme il a l'habitude de le faire. C'est ironique, hein, évidemment, sur son intérêt pour le lithium bolivien. Donc, enfin, évidemment, il y a un très grand intérêt là-dessus. Alors, enfin, voilà, je pense qu'il faut, enfin, je mets la parenthèse sur Elon Musk à part, hein. Faut évidemment limiter les analyses qui mettent un acteur au centre de tous les changements politiques, mais où, enfin voilà, cette question, elle est liée et l'intérêt d'Elon Musk sur le lithium, il l'avait exprimé déjà en 2019 au moment du renversement d'Evo Morales. Donc oui, il y a un intérêt réel. Oui aussi, comme le disait spectateur anonyme dans le chat, traditionnellement, les États-Unis interviennent toujours plus facilement
dans l'Amérique, au Mexique, dans l'Amérique centrale, dans les Caraïbes, pour l'instant, on voit hein, que les cibles, ça va être Panama, ça va être le Mexique. Pour l'instant, il n'en est pas encore. Enfin, il est au pouvoir hein, depuis seulement 1 mois et demi. C'est déjà long. Mais enfin, pour l'instant, il n'en est pas encore à pouvoir réellement concurrencer le commerce au Pérou, au Brésil, en Argentine, au Chili, où les Chinois ont pris une avance importante. La question du Venezuela est une question importante. C'est un certain, enfin, les États-Unis étaient, malgré les affrontements diplomatiques entre Chavez et les présidents états-uniens, les États-Unis étaient encore le premier partenaire commercial, que ce soit en termes de fournisseurs ou en termes de clients jusqu'en 2018 au Venezuela. Et celui qui a renversé, celui qui a permis à la Chine de passer devant, c'est un certain Donald Trump en établissant des sanctions extrêmement draconiennes à l'encontre de l'économie vénézuélienne. Donc à voir ce qui se fait. On sait qu'il n'a pas renouvelé certaines licences ces tout derniers jours, mais que les véritables ruptures de ces licences interviennent cet été. Donc il y aura sans doute des négociations et où on reste attentif à cette évolution. Mais oui, les sous-sols latino-américains intéressent beaucoup les grandes puissances états-uniennes et chinoises pour le plus grand malheur des États latino-américains. Hein. Enfin, en tant que les latino-américains sont des terrains de jeu des puissances, des grandes puissances sur leur sous-sol, malheureusement, ils sont toujours enfermés dans ce cycle de dépendance et en étant des victimes des rivalités géopolitiques entre des grandes puissances. Et ce qui est quelque chose enfin, qui suscite un intérêt et qu'il faut observer attentivement, mais qui est évidemment quelque chose d'assez problématique pour le développement de l'Amérique latine. Bien sûr. Et effectivement, alors je ne vois pas de nouvelles questions dans le chat, donc j'en profite pour poser mes questions. On a eu le point de vue de Maud Kessar sur l'influence des administrations 1 et 2 de Trump par rapport aux pays latino-américains. Mais est-ce qu'en tant qu'observateur, chercheur, vous avez aussi, vous, ce regard donc sur le premier mandat de Trump ou ce second, le début, justement des gouvernements progressistes latino-américains sur lui, je pense notamment aux différends qu'il a eu avec Petro sur les avions militaires chargés de migrants, ou alors sur ce fameux golfe du Mexique ou de l'Amérique avec la présidente mexicaine. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ça? Bon, je l'avais dit en quelques mots, mais je vais pouvoir le développer si on a du temps. Où effectivement, on a le retour d'un Trump. Enfin, je partageais ce que disait aussi Maud tout à l'heure sur le fait qu'il y a un retour à euh, cette politique des présidences McKinley et Theodore Roosevelt, donc à la fin du 19e, début du 20e, qui était ce moment d'expansionnisme états-unien, de moment d'impérialisme états-unien. C'est les toutes premières interventions des États-Unis en dehors de ses frontières, à Cuba, à Panama, enfin, la sécession de Panama, la guerre d'indépendance de Cuba que, que, que les sur laquelle les États-Unis interviennent à la toute fin enfin, pour s'affirmer les arbitres de la situation et prendre le contrôle de l'île. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est que pour Trump, ces 2 présidences-là, c'est des références, c'est des modèles, mais qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Enfin, on est dans un impérialisme états-unien en déclin, enfin, qui s'est fait dépasser commercialement hein, par la Chine. Ce qu'on peut observer, c'est que pour l'instant, oui, il y a des querelles un petit peu symboliques hein, sur le golfe du Mexique, une volonté d'affirmer son impérialisme à grands coups de coups de communication, dans une méthode très télévisuelle, enfin, populisme télévisuel dont on parlait à l'égard de Chavez, on pourrait l'appliquer à Donald Trump également. Aujourd'hui, ce qu'il y a aussi de très important, c'est cette question migratoire où on verra comment elle se solutionne. Euh, Parce que les migrants, c'est aussi ceux qui font tourner l'économie états-unienne.
que c'est plus facile à dire: «Je vais expulser, faire la plus grande déportation de l'histoire et expulser 11 millions de personnes», je crois que c'était l'objectif. Mais même logistiquement, hein, enfin je veux pas, abaisser ce drame humain en question logistique, mais enfin, les premières enquêtes que je lis sur, comment se passent ces chasses de migrants, aux États-Unis, c'est que, bah, c'est extrêmement complexe et que, au-delà de l'aspect, assez répugnant de ces chasses aux faciès qui commencent à se développer, il y a même des difficultés à remplir des quotas parce que, enfin voilà, les personnes ne vont pas se laisser expulser comme ça et c'est coûteux, c'est logistiquement difficile à mettre en œuvre. Pour l'instant, on a eu pas mal de gouvernements, latino-américains qui ont collaboré. Alors, Petro qui a essayé de mettre des limites, de refuser que ce soit fait avec, des humiliations de ces migrants, qui a haussé la voix là-dessus, mais toujours avec ce chantage, à la question commerciale. On va voir aussi, hein, comment à quel point ce chantage à la question commerciale, heu, dure autant de temps, enfin, que ce soit en Amérique latine ou pour le reste du monde, heu, sachant que les États-Unis ne sont plus le partenaire commercial, pour nombre de pays latino-américains et donc avoir un partenaire commercial qui est devenu secondaire, qui fasse un chantage sur tout un tas de questions, sur des questions commerciales, va sans doute peut-être accélérer la montée en puissance de la Chine en Amérique latine d'un point de vue commercial avec des États-Unis qui seront vus comme un partenaire non fiable. Ça, je le dis pour beaucoup de pays latino-américains. Pour le Mexique, ce sera plus compliqué au vu du niveau d'imbrication des chaînes de production entre les chaînes d'imbrication états-uniennes et mexicaines. Mais à terme, enfin, il y a une prochaine réunion des BRICS dans laquelle Lula a invité son homologue mexicaine. On peut le voir à cette aune-là, hein. Enfin, imaginez que le Mexique, le partenaire, principal, un des principaux, partenaires commerciaux des États-Unis, soit invité à un sommet avec, la Russie, la Chine, et le Brésil, beh, est une question qui aurait semblé, totalement, fantaisiste il y a quelques mois, qui devient une réalité et donc enfin voilà, on est un peu dans cette sidération, ces semaines actuelles de Hem, de voir comment peuvent évoluer les choses. Les choses peuvent évoluer là rapidement, pas forcément toujours dans le sens que Trump peut le dire. Je réponds rapidement à question de Sophie Juino qui vient de poser sur le chat. Comment le thème commercial s'articule avec la politique migratoire? Alors objectivement, normalement, il n'y a pas d'articulation ouverte. C'est Donald Trump qui établit une articulation, dans le cas colombien en particulier, hein, c'était là-dessus que j'ai commencé à en parler, mais qui menace de droits de douane si, enfin d'élever énormément les droits de douane si, si la gestion, si la Colombie n'accepte pas de nouveaux migrants. On imagine que les négociations avec le Mexique, comprendront aussi des thématiques de ce type. Enfin, même si pour l'instant c'est plus sur les questions du contrôle du fentanyl que cela s'est fait. Je peux en parler sur le terrain que je connais le mieux, sur le terrain vénézuélien où, rapidement après l'investiture de Donald Trump, un émissaire de Donald Trump a été envoyé à Caracas et qui avait négocié le maintien de l'allègement des sanctions, contre l'acceptation par Nicolas Maduro des déportations forcées de Vénézuéliens résidant aux États-Unis au Venezuela. Ce qui a marché quelques semaines où Donald Trump fut enfin qui quelqu'un de pas très fiable dans la validation des accords qu'il a lui-même, acceptés, est en train de revenir dessus. Alors enfin les négociations sont en cours, mais on voit émerger sur, bah, là sur le Mexique, la Colombie et le Venezuela à minima, ce bras de fer qui se fait entre thématiques commerciales et thématiques migratoires. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que lors de l'organisation de ce séminaire, on pensait pas avoir on avait de la matière, bien sûr, avec vos ouvrages, mais pas autant de matière sur l'actualité et je suis content qu'on ait pu, y revenir, le temps des questions. Donc je vous rappelle pour, les personnes qui nous ont suivis et je les en remercie. Donc, les 2 ouvrages dont nous avez parlé aujourd'hui pendant ce séminaire, ça a été «Stratégie d'influence et guerre de l'information» de Maud Kessar qui est paru en 2019 et Gouvernement progressiste en Amérique latine, la fin d'un âge d'or, paru en 2021. Vous pouvez retrouver sur le site des presses universitaires de Rennes dans la collection des Amériques ces 2 ouvrages et en plus en cadeau, vous avez accès aux introductions et à la table des matières pour, savoir si, ces ouvrages vous intéressent.
Et je laisse la parole à Diana Burgos-Vigna pour clore cette séance. Merci beaucoup, Yann. Bon, alors tout d'abord, un grand merci à Thomas Posado et à Maud Kessar qui a dû malheureusement nous quitter avant la fin de la séance. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier pour vos analyses et pour cette discussion que j'ai trouvée extrêmement intéressante et stimulante. Et un grand merci également à Yann Seyeux pour la préparation scientifique de cette séance et pour cette belle animation, parce que ce n'est pas toujours simple de faire dialoguer le Nord et le Sud, et que je trouve que ça a été fort bien mené aujourd'hui. Alors, je voudrais juste rappeler pour terminer que toutes les séances du séminaire Perspectives transaméricaines sont en ligne sur la chaîne YouTube de l'Institut des Amériques. Celle-ci sera également publié bientôt, dès que le montage sera finalisé. Et je voulais aussi vous donner la date de la prochaine séance qui portera d'ailleurs sur une thématique en lien avec celle que nous avons abordée ce soir, puisqu'il s'agira de parler des droites dans les Amériques. Et pour cette séance, nous accueillerons Yann Philippe, Maude Chiriot, Stéphanie Allenda et Agnès Trouillet, donc ici aussi pour un dialogue transaméricain. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.